Alors, Michel Barnier a prononcé à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Alors d'abord, a-t-il réussi son passage devant les députés ? Quelles sont les thématiques principales à retenir ? Ce gouvernement a-t-il de l'avenir ? L'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo décryptera le champ lexical de Barnier et ira en profondeur dans l'analyse de ce discours, comme vous n'entendrez nulle part ailleurs. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, il est 19h, mardi 1er octobre. C'est la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On parle de tout ici, aujourd'hui on va parler un peu de politique. Ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas parlé de politique. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, c'est celle du mois de septembre, celle du mois d'octobre arrive très vite. Jean-Michel Vernochet, Dimitri de Kochko, Laurent Ozon, Franck Pemgam, on parle de tout. Allez-y, cliquez sur le lien ci-dessous. Bonjour mon sénateur, vous savez, cher sénateur Yves Pozzo di Borgo, même si vous n'êtes plus sénateur, pour moi vous êtes sénateur à vie, vous serez tout le temps sénateur. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours ? Alors j'ai eu un problème, j'étais dans le train, je voulais à tout prix le suivre, j'ai pris évidemment pour le suivre, mais avec les Wi-Fi du train, ça ne marchait pas très bien. Donc moi, ce que j'ai trouvé d'abord un Michel Barnier tel qu'il est, tel que je l'ai connu. Je l'ai bien connu, je l'ai connu comme sénateur, je l'avais connu avant d'ailleurs. Enfin, pas intimement, mais on s'est rencontrés plusieurs fois. Et c'est quelqu'un qui est très solide, qui est très sérieux, qui rassure. Et c'est vrai que chaque fois qu'on écoutait, d'ailleurs, j'ai eu quelques personnes au téléphone qui m'ont dit « Ah oui, c'est bien, il est sérieux, il est profond ». Il voit bien les problèmes. Alors c'est vrai qu'on a eu l'impression, dans ce que je n'ai vu, j'espère que je ne fais pas d'erreur, qu'il faisait des tableaux de chaque partie de la société. Il le faisait de façon intelligente, les agriculteurs, les enseignants. Enfin, il y avait vraiment on sentait qu'il aimait ce pays, on sentait qu'il aimait les gens de ce pays, on sentait qu'il voulait trouver des solutions pour ces gens de ce pays, enfin pour les Français. Et on sentait aussi que pour chaque fois, on le sentait bien, il souhaitait, si vous voulez, arriver à régler les problèmes des Français par le dialogue, la discussion et autres. Mais le revers de cette attitude, en fait, qui était très, très positive, le revers de cette attitude, c'est que on n'a pas senti, si vous voulez, des décisions fortes. Voilà, c'est un petit peu l'impression que ça m'a donné. Mais en fait, ce n'est pas son style. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, dans le travail, il ne fera pas des décisions fortes. Mais justement, il a été ministre de l'Agriculture en 2009. Vous étiez sénateur à cette époque. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été un excellent ministre de l'Agriculture ? C'est un dossier, malheureusement, que je ne connais pas, l'agriculture. Je l'ai mieux connu comme commissaire européen. D'accord. Où là, il a été un bon commissaire européen, peut-être un peu, disait-il, fait certaines critiques, un peu dans les mains de son administration. Bon, enfin, c'était quelqu'un qui était raisonnable, qui était écouté, qui était sérieux. Alors, est-ce qu'il a été imaginatif ? Est-ce que je ne sais pas. Ce que j'ai pu voir dans le travail qu'il a fait, c'est que quand il prenait un dossier, il le travaillait en profondeur et de façon politique, de façon intelligente. Je l'ai connu, alors n'oubliez pas que Michel Barnier a été aussi candidat pour être président de la Commission européenne en 2014. Il était membre du PPE, et au PPE, vous savez que maintenant, depuis que les LR et les Républicains se sont énormément affaiblis, le grand parti du PPE, c'est les Allemands qui dirigent tout. Enfin, ils sont ce qu'on appelle la CDU allemande, dirige le PPE. D'ailleurs, c'est un président allemand qui est toujours président du groupe PPE. Et en 2014, Michel Barnier avait dit « Je suis candidat à la présidence de la Commission européenne ». Et d'ailleurs, il aurait été un très bon candidat. Je pense qu'il aurait été un très bon candidat. Mais les Allemands n'ont pas voulu. Les Allemands ont soutenu à l'époque, un de mes amis d'ailleurs, Juncker, le luxembourgeois. Vous savez que les luxembourgeois sont quand même dans les mains des Allemands. Et qui a été élu président de la Commission européenne, qui n'a pas d'ailleurs été un mauvais président. Et c'est vrai que ça a été une petite, je pense, c'était une blessure pour Michel Barnier. Par la suite, si vous voulez, la commission qui reconnaissait les qualités de Michel Barnier lui a demandé de gérer le problème du Brexit, qui n'est pas un problème simple. Et c'est lui qui a, en fait, d'abord avec Juncker, puis après avec Ursula von der Leyen, qui a
était le négociateur du Brexit. Ce n'était pas simple. Alors, en France, évidemment, on connaît très peu les affaires européennes. On a toujours tendance à dire « Ah oui, c'est fantastique ». J'écoutais encore Bachelot, je crois, il y a une semaine, qui disait « Oh, fantastique ce qu'a fait Michel Barnier. Manifestement, il ne connaît rien à l'Europe. » Enfin bon, c'est ça un peu le problème de tous ces gens qui connaissent bien les problèmes français, mais qui connaissent beaucoup moins les problèmes européens. Et en fait, sur le Brexit, on pourrait peut-être lui faire 2 reproches à Michel. Il a bien géré l'affaire, mais le premier reproche, c'est quand même la pêche a été sacrifiée. Alors, c'est évident que la négociation, la pêche française a été sacrifiée. Deuxième problème aussi, alors c'est pas très, très connu, mais il a accepté que l'Angleterre, si vous voulez, participe au marché intérieur européen sans avoir les contraintes que les pays européens ont. C'est 2 points faibles. Alors, je n'ai pas eu tous les éléments de la négociation, donc c'est pas facile pour vous dire « Ah oui, il a eu tort ». Pas non, je considère que c'est 2 points négatifs de ces négociations. Mais est-ce que c'est sa faute? Est-ce qu'il avait les moyens de l'empêcher? Est-ce qu'il y avait une négociation qui était très dure, point par point, avec en plus un Johnson qui mentait comme il respire, qui a été d'accord par exemple sur les décisions concernant l'Irlande, et puis qui 3 mois après, il dit « Ah non, on ne tient plus compte de ça ». Ouais, donc c'est pas... Voilà, je vous dis ça, c'est sur l'affaire européenne. Alors pour revenir à son poste de Premier ministre, moi j'écoutais Michel Barnier, le Premier ministre, je le regardais et je sentais, il était toujours très prudent dans tout ce qu'il a dit, il a toujours été prudent, mais en même temps je comprenais sa prudence. Il n'a pas de majorité. Il a une majoritaire qui sont les anciens de chez Macron, enfin Renaissance, qui à la moindre faille lui rentre dedans. Regardez ce qui s'est passé quand Retailleau hier a parlé de l'état de droit. Automatiquement, les chiens de garde de Macron, et on sent très bien que c'est Macron qui a poussé l'affaire, c'est-à-dire aussi bien la présidente de l'Assemblée nationale, Étienne Borne, parce que comme il ne maîtrise plus Attal, il envoie maintenant Étienne Borne, et puis Fabius qui ont attaqué Retailleau. On sent très bien, si vous voulez, que Michel Barnier est le Premier ministre d'un gouvernement avec des gens qui le soutiennent de façon, j'allais dire, un peu bancale. Alors, il a ses 47 amis LR qui, eux, sont plutôt à fond avec lui, enfin, même s'ils n'ont pas tellement applaudi, je trouve. Mais il a quand même une majorité qui est très relative. Et puis surtout, ce qui est vrai, et là, moi, je trouve au contraire que ce qui est vrai, c'est qu'on a eu, à ces élections législatives, un gros problème de démocratie. Vous avez un parti qui fait 11 millions de voix et qui est diabolisé par tous les autres partis et qui font sorte de mur, soi-disant, pour défendre la démocratie contre ce parti. Et c'est vrai que Michel Barnier est quand même dépendant de la censure, ou de l'État, ou du 49.3, enfin la censure qui peut suivre, du Rassemblement national. D'ailleurs, on l'a bien vu dans le discours de Michel Barnier, très prudent sur beaucoup de sujets. Après, il y a eu, comme le parti le plus important étant le Rassemblement national, il y a eu une intervention de Marine Le Pen. Attends, on va venir sur ça, mais qu'est-ce que vous retenez justement de ce discours de Michel Barnier? Écoutez, d'abord, il commence comme ça. Il dit la transparence, c'est très bien. Et puis, il nous cite un chiffre de 6% du déficit. Or, moi, j'ai des échos comme quoi c'est beaucoup plus que 6%. Ah bon? Il ne donne pas de chiffres précis. C'est pas normal. Il devrait dire, voilà, ce qu'on attend comme déficit. Il a dit au-dessus de 6%. Non. La transparence complète. Et d'ailleurs, regardez les difficultés qu'a le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Charles de Courson, pour avoir les informations. Regardez le fait, comme Macron, qui sait très bien, avec Colère, parce que c'est Colère et Macron qui ont décidé tout ça. Enfin, le maire n'était il était aux ordres de Colère dans cette affaire. Regardez ce qu'on fait dans la composition du gouvernement. Macron a fait en sorte que tous les ministres qui gèrent le budget ou l'économie, ce sont des gens de chez lui. Peut-être pour se protéger, que les Français ne découvrent pas que finalement le déficit est beaucoup plus important que ce qu'on a. Après vous, il est de combien le déficit? Je n'ai pas de déficit. En tout cas, il est plus de 6%, ce que j'ai été quand même 2 fois à Bercy, j'ai encore des contacts là-bas, qui m'ont dit, on pense que le déficit est beaucoup plus important que 6. C'est ce que j'ai comme écho. Mais si vous voulez, je ne suis pas moi au pouvoir, je ne suis pas en contact, et je regrette, et c'est là où j'ai trouvé que Barnier, alors on me dit que c'est parce qu'en fait il y a une sorte de négociation avec Colère pour dire il faut dire 6%, il ne faut pas dire plus. Bon, je ne sais pas. Alors il a dit ça ne dépasse 6%. Est-ce que c'est cet accord dont on parle? Le problème, c'est quand on n'est pas au gouvernement, quand on n'est pas dans les instances, on n'a que des bruits, alors on les ressort. Et d'ailleurs, le Premier ministre a dit qu'il se donnait comme objectif de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025 et 3% en 2029, alors que Bruno Le Maire a parlé de 3% en 2027. Bruno Le Maire dit n'importe quoi. Déjà, je trouve que le Premier ministre, d'abord, s'engager jusqu'en 2029, c'est difficile.
admettons qu'il soit Premier ministre pendant toute la période où Macron est président encore, c'est-à-dire 2 ans et demi, on peut comprendre. Mais je trouve que Le Maire dit n'importe quoi quand il a dit qu'il pouvait arriver à 3% en 2027. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte les masses de milliards qu'il faut économiser? Ou les masses de milliards qu'il faut prendre sur l'économie française, et donc automatiquement ça ralentirait l'économie? Ce n'est pas sérieux ce qu'a dit. Là au moins vous avez un Premier ministre, Michel Barnier, qui a une vision un peu plus claire et qui dit oui, en 2029, il faut arriver à 3%. C'est l'objectif. Il sait très bien que ça, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas croire, on n'y arrivera pas. On arrive comme ça. On n'y arrivera pas. Ne croyez pas. On n'y arrivera pas. On est dans une situation qui est une situation plombée, les comptes de la France. Mais justement, vous qui avez été sénateur, vous avez été sénateur pendant 13 ans. Donc vous avez vu 13 fois au moins des débats sur les finances publiques. Comment vous imaginez que ça va se passer là, cette année, pour faire voter le budget national ? D'après moi, il va y avoir un budget au 49.3. Enfin, d'après moi, je ne vois pas très bien comment ils peuvent passer un budget. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Donc, comment voulez-vous faire? Ça va être un peu comme les 49.3 de Mme Borne. Je ne vois pas très bien comment il va pouvoir faire différemment. Alors, l'idée, simplement, c'est qu'il fasse un projet qui soit acceptable, intelligent. Là, il sait très bien qu'il y a 2 choses. Quand vous avez un budget comme ça, avec autant de déficit, et il faut diminuer les dépenses ou trouver des ressources. Les recettes, actuellement, la France est le pays qui a le plus haut taux de pression sur les recettes. Je crois que c'est 57%, alors que les autres pays sont à 49%. Enfin, donc, il ne faut pas rêver sur les recettes. Alors, il a dit, oui, je vais ponctionner sur les plus riches. Les plus riches, c'est quoi? C'est jusqu'à quoi? Si on s'en fie à la définition du plus riche, c'est à 4 000 euros. Est-ce qu'il va toucher jusque-là? C'est énorme. C'est-à-dire là, il va toucher vraiment la classe moyenne. Il dit, je ne vais pas toucher la classe moyenne. Mais quelle est sa barre où il va toucher? Et puis, je veux dire, ce sont les gens qui font l'économie, tous ces gens-là. C'est pour ça que de dire les recettes, tant mieux pour lui, s'il arrive à fonctionner. Mais on va et puis, j'imagine qu'il ne peut pas prendre de l'argent à M. Bernard Arnault et la famille Pinault. Peut-être il peut prendre. Mais il ne va pas leur prendre indéfiniment parce que ces gens-là ont des fiscalistes et ils peuvent se partir. Et on voit très bien d'ailleurs, même Total, qui veut aller maintenant à la bourse de New York. Ils savent très bien, les gens commencent à avoir peur. Et puis il y a un deuxième problème, c'est les recettes, c'est les économies. Et là, il a abordé, je crois, d'une façon assez importante. Il a bien constaté que, si vous voulez, 4% du PIB français, c'est l'administration. Moins 4% du PIB français, enfin une pesanteur de moins 4% du PIB, ce sont les structures administratives. Alors, il a parlé des ARS, qui est une création stupide de Mme Bachelot. Toutes ces structures administratives, toutes ces associations, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, de nettoyage, de tout ça, de suppression. On l'a déjà dit, on ne l'a jamais fait. De suppression de toutes ces agences, ces choses comme cela, de suppression de ces structures administratives. Même dans l'éducation, moi j'étais inspecteur général de l'éducation nationale, c'est vrai qu'on a quand même, on est suradministré dans l'éducation nationale. On a plus besoin d'enseignants de qualité. Il y en a d'ailleurs, il ne faut pas croire, c'est un bon système, même s'il y a des difficultés. Mais arrêtons cette suradministration. L'administration d'ailleurs qui n'est pas tellement directement centrale, parce qu'en fait c'est plus par région, comme cela, par le rectorat ou autre. C'est là où il faudrait peut-être toucher ça. Mais je prends cet exemple. L'idée simplement, c'est qu'il faut désadministrer la France. Il faut la désadministrer. Après ça, et là il a très peu abordé le problème, on a surtout un problème d'industrie. Quand vous pensez qu'on est l'industrialisation française est en dessous de 10. C'est-à-dire on va être en dessous de la Grèce. C'est terrible ce qui se passe. Et alors, quand vous entendez les gens de chez Macron, ou le président Macron, ou Attal, ou d'autres qui disent « nous avons réindustrialisé la France », ou le maire, mais enfin tout ça, mais ils sont dans un autre monde. Ils ne se rendent pas compte des difficultés de l'industrialisation en France. Mais justement, est-ce que Barnier a les leviers? Alors, le problème, c'est pas le problème. Barnier, qui était quelqu'un de très, j'ai connu comme très concret, très. Il sait très bien que ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'il va faire ça. Il a besoin, si vous voulez, des acteurs économiques. Donc, il a besoin de ne pas trop toucher les acteurs économiques par la pression fiscale. C'est là aussi, on le sent très bien, très embêté dans cette affaire. Il a besoin aussi, si vous voulez, qu'une dynamique reparte française. Il a besoin aussi que l'Europe aussi reparte au niveau économique. Mais l'Europe, si vous voulez, avec les sanctions qu'elle a fait contre la Russie, se retourne contre nous. Regardez la situation désespérée, des difficultés de l'Allemagne. Combien nous coûte l'Ukraine, tiens, aujourd'hui? Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Alors, le problème, il y a 2 choses. Il y a d'abord ce que nous coûtent les sanctions. Les sanctions, c'est pas normal. Moi, je me souviens, quand j'étais sénateur, on avait fait l'évaluation des sanctions
que coûtaient les sanctions C'était il y a contre la 10 ans. Crimée. C'était il y a 10 ans. Donc il y avait à peu près un échange de 600 milliards entre l'Union européenne et la Russie, et là, on était passé à 250, 220, en très peu de temps. Attendez, c'est énorme ce que vous venez de dire, qu'on est passé de 600 milliards d'échanges à 200, à 220. C'est-à-dire qu'on a perdu 380 milliards d'euros. C'est-à-dire que les échanges ont perdu ça, bien sûr. Et là, les sanctions, ce qui est terrible, et c'est là où j'en veux profondément au Parlement et aux différentes commissions, c'est qu'on ne fait pas l'évaluation des conséquences des sanctions, ni en Europe, ni en France. C'est pas normal, si vous voulez, qu'on ne fasse pas l'évaluation des... On voit très bien que ça a un coût, ces sanctions. On le voit très bien que ça affaiblit l'économie européenne et indirectement l'économie française. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est il faut faire des économies. Il a parlé de l'Ukraine, il a dit on va continuer à soutenir les Ukrainiens. Mais enfin, on a à dire aussi, c'est le même problème, c'est qu'aucune commission, ni du Sénat ni de l'Assemblée, n'a fait l'évaluation de l'argent que l'on donne en Ukraine. Parce qu'on donne l'argent officiellement, puis l'argent, il y a l'argent de différents... C'est dans plusieurs... Et puis il y a l'argent européen, l'argent qu'on donne à l'Europe. Qui a le seul qui a fait actuellement une évaluation de l'argent qu'on donne à l'Ukraine, c'est l'Institut de Kiel, enfin en Allemagne, c'est un institut de réflexion. Ils nous disent la France a donné 30 milliards à l'Ukraine. 30 milliards 30 milliards à l'Ukraine. Vous retrouverez ça, vous le retrouvez dans l'Institut Kiel, retrouvez-le. Ils vous expliquent ils ont fait eux l'inventaire de tout l'argent qu'a donné par le biais de l'Europe, par le biais de la France, par le biais des différentes, par l'armée, ça, 30 milliards pour le moment. Et là encore, cette Madame von der Leyen vient de proposer qu'on donne 35 milliards de plus à l'Ukraine. Et là, où je ne comprends pas, c'est que le Premier ministre ne dit pas un mot là-dessus. Il parle de l'Ukraine, on va continuer à soutenir l'Ukraine. On sait que c'est perdu la guerre d'Ukraine. On va continuer ça. Et là, c'est là où je ne comprends pas. Et en plus, ce qui est terrible en plus, aujourd'hui je découvre, juste en arrivant, que le ministre de l'Europe, enfin, je ne sais pas si c'est le ministre ou le secrétaire d'État de l'Europe, mais j'aime Benjamin Haddad, dont beaucoup de gens soupçonnent qu'il est plus américain que français, vient de déclarer que nous allons envoyer des troupes en Ukraine. Quand il a déclaré ça là J'ai vu ça. On m'a envoyé un SMS. Vous avez vu ce qu'a répondu Benjamin Haddad? Il a dit ça aujourd'hui? Il a dit ça aujourd'hui. Il faut retrouver la phrase. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors, il faut vérifier parce que j'ai pas eu... D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que sur cette affaire, il n'est pas normal que le Premier ministre, qui a aussi compétence, c'est les articles de la Constitution, il a aussi compétence sur ces dossiers, n'ait pas une position précise. On ne peut pas se limiter en disant on continue à soutenir l'Ukraine. Il faut, là-dessus, on aurait dû faire des économies là-dessus. Est-ce qu'on va continuer à donner 30 milliards qu'on a donné en 2 ans? On va continuer à donner, sur les 15 milliards, là, les 30 milliards de plus que va donner l'Europe, on va donner encore nous, une partie. Parce n'oubliez pas que sur l'Europe, on donne 17%. Bien sûr, mais regardez, si je fais le calcul, alors, en 2014, donc on est passé de 600 milliards d'échanges avec la Russie à 250 milliards. 250, 300, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est à peu près ça, voilà. On va dire les 300 milliards. J'imagine qu'en 2024, on est quasiment à zéro. Enfin, on n'est pas beaucoup. Oui, il n'y a plus rien maintenant. Voilà. Oui, voilà. Donc ça veut dire que sur les 600 milliards, imaginons que 10% c'était la France. Voilà, c'était... Ah non, plus que ça, puisque plus que à l'époque, dans les échanges... Dites-nous à peu près, combien représentait la France dans ces 600 milliards? J'ai plus le chiffre, mais les échanges russes, européens, les Allemands étaient les premiers, et après il y avait les Italiens et les Français qui étaient étaient les deuxièmes économies. Donc imaginons, allez, donc 10, c'est pas 10%, c'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Bon, allez. C'était, après il y avait tout un tas d'autres pays, on va dire les 15%. 3 grands pays qui faisaient des échanges européens, qui faisaient des échanges avec la Russie, l'Allemagne, c'était l'Allemagne en priorité, qui est partout. Mais imaginons, allez, 15% pour être petit. Ça veut dire que c'est à peu près 70 milliards par an qu'on perd de banque à gagner. Plus 30 milliards qu'on donne à l'Ukraine, en fait, là, on a 100 milliards d'euros que l'on perd chaque année. Bon, moi, d'après moi, certainement plus, mais il faut faire l'évaluation. C'est difficile, on ne peut pas... Non, mais, vous avez raison, vous faites oui, mais on a fait un petit pour être gentil avec l'Union européenne. Hein. Mais c'est 100 milliards d'euros, c'est énormément d'argent. Regardez la situation économique de l'Europe actuellement, la difficulté qu'on a. Regardez, et indirectement, ça touche la France. Alors, je parlais de ces nécessités de faire des économies. Donc, je vous ai parlé de cette structure, ces 4% de PIB que nous coûte la suradministration française. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a le nombre d'associations qui touchent de l'argent, le nombre d'agents. Après ça, je vous disais, il est nécessaire aussi de faire des économies sur l'Ukraine. Mais après, il y a aussi d'autres économies qu'en faire. Est-ce qu'avoir une politique d'immigration, ça veut dire aussi faire des économies?
Est-ce qu'on peut continuer comme ça, donner de l'argent comme ça pour l'immigration, avec les retours? Qu'est-ce qu'on donne comme argent? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a beaucoup d'associations qui sont financées, il y a beaucoup de choses qui sont financées, il y a comment ça s'appelle, la sécurité sociale, enfin, beaucoup de choses, si vous voulez, beaucoup. Alors, la difficulté, c'est que je n'ai pas, moi, le chiffre global, mais je sais que c'est un coût. Alors, c'est là où c'est aux parlementaires à faire leur travail. C'est les parlementaires, la commission comment ça s'appelle, des finances à les faire. Fait des deux, du Sénat, de l'Assemblée, qui fassent leur travail. Enfin, ça, moi, je ne comprends pas ça, d'ailleurs. D'ailleurs, je ferai juste une remarque là-dessus. Moi, quand j'étais inspecteur général avant d'être sénateur, quand j'inspectais, j'étais inspecteur général de la recherche. Je me souviens, quand j'allais, par exemple, dans une université ou dans un enfin, je demandais à voir la balance comptable et je regardais. Personne ne pouvait me refuser. Je veux aller dans un rectorat. Le recteur ne pouvait pas me cacher tous ses courriers. Il me donnait tout. Quand je suis arrivé au Sénat, je me suis rendu compte, je dis ça parce que c'est une réforme qui est fondamentale qu'on n'a jamais faite. Je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas à la commission des finances, j'étais à la commission affaires étrangères. Je n'ai pas le droit de demander, par exemple, la première fois, je suis allé en Suède, et donc j'arrive à l'ambassade, et je me dis, tiens, je vais faire comme quand j'étais inspecteur général, je vais demander la comptabilité là. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit. Parce qu'il n'y a que les membres de la commission des finances qui ont le droit d'aller sur pièce et sur place vérifier. Alors, je me souviens d'ailleurs, un jour, j'avais été tombé sur Philippe Seguin, qui a fait beaucoup de réformes. C'est lui qui a fait beaucoup de réformes du Parlement. Je lui ai dit, Philippe, je crois que tu as oublié une réforme, c'est que tu as laissé simplement la compétence d'aller sur pièce et sur place, c'est-à-dire vérifier. Parce que n'oubliez pas que le parlementaire, il fait des lois. Et la deuxième partie, et c'est une partie aussi beaucoup plus importante, c'est le contrôle du gouvernement. Donc, il faut qu'il aille pouvoir vérifier. Et là, je dis à Philippe, écoute, d'après moi, tu as fait l'erreur. Il m'a dit, oui, j'ai raison, tu as raison, j'aurais dû faire en sorte que tous les parlementaires puissent aller sur pièce et sur place. Ça, c'est le droit, c'est le règlement du Parlement. Mais qu'est-ce que je constate, moi? C'est que si le rapporteur du Sénat, je crois qu'il est allé il y a 5 mois faire sur pièce et sur place. Donc il a commencé à voir déjà que ça n'allait pas très bien. Mais la commission dirigée par les LFI, là, qui sont toujours très, très conquérants, ils ne sont jamais pratiquement allés faire des inspections sur pièce et sur place. Il a fallu qu'arrive Courson pour pouvoir le faire. Et encore, il n'a pas eu tout ce qu'il voulait. Mais si vous voulez, quand vous êtes la commission des finances et que vous avez en face de vous, vous le savez, que vous avez un ministère qui vous mente. Vous avez un ministre à Bercy, vous mentez. Ce n'est pas les fonctionnaires qui mentaient, c'est les politiques qui faisaient mentir. Ce n'est pas les fonctionnaires qui sont responsables. Il fallait simplement, dans ces cas-là, faire des inspections sur pièce et sur place pratiquement tous les 15 jours. Et ça, le Parlement ne l'a pas fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que le Parlement ne l'a pas fait. Ça veut dire ni le Sénat, ni l'Assemblée. Ça veut dire que le ministère des Finances peut vous mentir à vous, parlementaires, qui êtes élus par le peuple. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement sur les déficits. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand Barnier a découvert ça, il y a eu cette crise. Mais du coup, Bruno Le Maire, il risque rien? Ah, il peut y avoir peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais le Bruno Le Maire n'était qu'un pantin dans cette affaire. Les décisions, c'était Macron qui les prenait. C'est très grave. Et puis Colère, son. Oui, mais regardez, c'est très grave. On sait que, par exemple, la Grèce avait menti il y a 15 ans de cela. À l'époque, rappelez-vous. Avec Goldman Sachs, oui, voilà. Qui avait menti. Oui. Mais donc ils ont menti et ils ont payé le prix. Il ne faut pas oublier non plus que les Italiens ont menti aussi. C'était Draghi à l'époque qui a, pour intégrer l'Italie dans l'euro, il a aussi menti. Hein. Je veux dire, bon, faut pas. Ça, c'était classique. Mais ça, c'était mentir à l'Europe. Mais après, là, en France. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas normal que le Courson soit obligé, le rapporteur avec le président de la commission des finances, vont à Bercy, sont retoqués, vont à Matignon, sont retoqués. Mais dans quelle démocratie on est? Mais où est-on? Enfin, quand on arrive, moi je me souviens, quand j'étais sénateur, et puis j'ai été invité au cabinet à l'époque d'Alphonse Déry, donc j'avais des amis à Bercy. Mais je n'allais jamais dans un ministère. Quand moi je faisais une enquête ou comme ça, je faisais venir les gens du ministère. C'était un principe, parce que c'est nous qui contrôlons les ministères, c'est pas à nous d'aller au ministère. Et un jour, un de mes amis m'invite, alors j'y vais, mais à titre amical. Et j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je vois 3 fonctionnaires de la commission des finances du Sénat qui étaient là. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et ils ont été gênés, parce qu'ils n'avaient pas à venir là. C'est eux qui doivent convoquer les fonctionnaires de Bercy. C'est un principe. Tous les rapports que j'ai faits, toutes les enquêtes que j'ai faites, jamais je ne suis allé dans un ministère. Et je faisais venir les fonctionnaires, parce que quand ils appelaient mon collaborateur, oui, M. Pozzo peut venir tel jour. Je dis, pas question, c'est vous qui venez. C'est ça, c'est le contrôle du Parlement. Le Parlement, il a le rôle de contrôle. Mais c'est là où ce que vous me dites démontre quand même un changement de paradigme aujourd'hui. Parce que vous étiez un sénateur qui connaissait, on va dire, ces couloirs, qui connaissait l'administration, qui connaissait le fonctionnement de l'appareil d'État. Je ne connaissais pas trop, mais je connaissais l'éducation nationale. Oui, mais vous connaissez un peu Bercy. Alors qu'aujourd'hui, on a des députés et des sénateurs qui, j'imagine, ne font pas ce que vous avez fait auprès des ministres.
Parce qu'ils n'ont pas la culture, je pense. Je pense qu'il y a un Et vous problème. pensez-vous qu'un nouveau du LFI, ou même du RN, vous pensez qu'il le fait? Il ne le fait pas. Alors le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tous le faire. Il y a simplement ceux de la Commission des finances qui peuvent le faire. Oui, ceux de la Commission des finances. Mais il y en a. Alors, il faut pas oublier. Pour nuancer tout ça, il ne faut pas oublier que quand le Sénat ou l'Assemblée nationale, comme le rapport qui avait été fait par la présidente ou la rapporteuse communiste, là, qui était très, très bonne sur les Maximes et autres, quand vraiment le Parlement se décide à faire un rapport, il a tout. Il peut tout avoir. Mais c'est une partie. Moi, je me souviens, je dis ça parce que c'est quelque chose de très important. Quand on a eu en 2008 la réforme constitutionnelle, notamment qui a conforté le rôle de contrôle du pouvoir, j'étais intervenu en séance au Sénat. Et je voyais très bien que, si vous voulez, ni le Sénat ni l'Assemblée nationale n'avaient les moyens d'organiser un contrôle exhaustif de toute l'administration française. Il y a la Cour des comptes qui était au service, c'est constitutionnel. Alors j'avais proposé, parce que moi je venais des inspections, et les inspections ministérielles sont de très bonnes inspections. Elles connaissent beaucoup de choses, mais elles sont sous-employées. Elles sont employées par le ministère. Et moi j'avais proposé, j'étais intervenu, mon intervention doit être dans ce débat-là, dans lequel je demandais que les inspections ministérielles soient aussi dépendantes des commissions du Parlement. Et à l'époque, je me souviens, c'était Jean Arthuis qui était le rapporteur. Qui était centriste. Mais bon, pas parce qu'il était centriste, mais il m'a répondu en disant on ne peut pas le mettre dans la réforme constitutionnelle, c'était quelque chose que je voulais fermer la réforme constitutionnelle, mais par contre, on fera une loi organique pour faire en sorte d'avoir les inspections qui puissent participer. Mais il faut savoir qu'un des problèmes aussi, c'est que depuis cette réforme de 2008, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nous avons créé une structure administrative très puissante pour contrôler un petit peu l'ensemble de l'administration française. Mais regardez, vous prononcez des noms comme Jean Arthuis. Mais Jean Arthuis, moi je me rappelle de lui. J'étais au Sénat à l'époque. C'était quelqu'un, Jean Arthuis. Qui c'est qui a remplacé un Jean Arthuis au Sénat? C'est personne. Moi j'ai commencé chez Gilles Carrez. Je ne crois pas. Vous avez Husson, qui est le rapporteur, qui est de bonne qualité. Bon, écoutez, moi j'ai commencé chez Gilles Carrez. Moi j'ai commencé chez Gilles Carrez en 2006. Il était rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. J'avais 25 ans. J'ai fait 2 ans chez lui. Vous pensez que M. Coquerel est du niveau de Gilles Carrez, entre nous? Qu'est-ce qu'il connaît dans les chiffres, dans la comptabilité? Il ne connaît rien, ce gars-là. Je ne porterai pas de jugement sur les gens. Vous ne le portez pas, moi je le porte. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème, si vous voulez, d'état d'esprit du Parlement. Voilà, le Parlement doit être beaucoup plus incisif dans son contrôle et doit investir dans le contrôle. Vous avez par exemple au Sénat ou à l'Assemblée la direction internationale qui a beaucoup plus de moyens qu'une direction qui n'existe pas de contrôle de l'exécutif. Et pourtant, c'est la deuxième mission du parlementaire. C'est les lois et la deuxième, le contrôle du gouvernement. Mais moi, je vais vous dire, je suis très surpris par le fait que le Parlement n'ait pas réussi à être au courant de la réalité du déficit et à gober les mensonges. Et ça prouve un abaissement, je suis désolé, je le dis, du niveau politique d'aujourd'hui. Je ne porterai pas de jugement là c'est pas mes collègues, mais enfin sur des gens qui sont parlementaires, mais je crois qu'il y a un état d'esprit général du Parlement et que d'ailleurs Courson, depuis qu'il est rapporteur, regardez comme il bouge. Vous avez vu, mais Courson, il est là depuis 40 ans. Il est là depuis 40 ans, lui, c'est la vieille génération. Quelqu'un qui est de la Cour des comptes, je peux vous dire que quand il parle du budget, il sait de quoi il parle. C'est le meilleur. Et c'est aussi un centriste. Même d'ailleurs, oui, parce qu'il était un centriste, mais je vois tellement. Je crois même d'ailleurs que le gouvernement, d'après ce que j'ai vu, le gouvernement avait demandé d'être ministre du budget. Mais voilà, la culture Courson devrait en fait irriguer et le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce que fait Courson, les parlementaires devraient avoir cet état d'esprit. Alors la difficulté, si je vous dis, c'est qu'il y a pour moi que ceux de la Commission des finances qui ont cette compétence, pas les autres. Mais il faudra bien qu'un jour, dans une réforme... Mais regardez, Monsieur Coquerel, qui est France Insoumise, qui se dit en opposition au gouvernement, pourquoi n'a-t-il pas fait ce travail? Est-ce qu'il est vraiment en opposition? Est-ce que, d'après vous, France Insoumise est vraiment en opposition au gouvernement? Moi, j'y crois pas. Hein. Surtout lorsqu'on voit que les France Insoumises se sont retirées, par exemple, en faveur de Mme Borne. Oui, bien sûr. Non, ce que je ne comprends pas, c'est vrai que vous avez tout à fait raison, mais je ne porterai pas de jugement sur Coquerel. Ce n'est pas normal qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'ait pas fait des présences sur pièce et sur place, mais régulières, hein, quand il y avait le maire, pour savoir exactement quel était le déficit. Vous avez ces informations, je suis désolé. Vous y allez, vous allez au bureau, et puis voilà, alors ça peut être tendu au départ, mais vous avez ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, moi je me souviens quand j'étais inspecteur général, mais personne ne me contestait. Hein, j'arrivais au CNRS, je demandais la balance comptable, on me le donnait.
Aucun problème. J'allais dans un rectorat, on me donnait la balance comptable. C'était la logique normale. Les fonctionnaires, et puis c'était pas dans une logique agressive, c'est une logique pour travailler avec les fonctionnaires, dire voilà comment ça se passe et on travaille ensemble. C'était plutôt une réflexion que l'on avait avec les fonctionnaires. C'était pas dans une logique, si vous voulez, agressive. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une hausse d'impôts massive? Non, je ne pense pas qu'économiquement ce soit possible qu'il y ait une hausse d'impôts massifs. C'est-à-dire que ça sera un choc sur l'économie. On parle de 17 milliards peut-être d'impôts un peu sur les sociétés, sur... Je ne sais pas. Sérieusement, moi je trouve que... je trouve qu'une une pression sur les recettes, une augmentation des recettes actuellement, alors qu'on est quand même 57%, je crois que le minimum européen c'est 49, donc on est 57% de prélèvement sur l'économie française. 57% sur les Français, c'est énorme. On va encore le monter. Et il faut savoir que chaque fois qu'on augmente les impôts, indirectement, on a des retards économiques, on a des pesanteurs économiques. Et augmenter les impôts sur l'économie, c'est en fait rendre l'économie moins combative, moins compétitive. Donc je sais que c'est pas une affaire facile. Alors il y a beaucoup de, évidemment, il faut travailler tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que Michel Barnier a été très prudent dans ce qu'il a dit, parce que c'est un gros travail, si vous voulez, d'analyse des choses, d'accumuler, de voir là où il y a vraiment des choses qui dérapent, et de voir dans quelle mesure on peut prendre sans que ça ait des conséquences. C'est pas un travail qui se fait en Oui, mais Michel Barnier jours. a parlé d'un effort fiscal pour les entreprises au profit important. Il a parlé, et les Français les plus fortunés. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est vrai que tout le monde voit Total. Mais enfin, je veux dire, dans le monde actuellement, on a quand même des grandes entreprises. Et le SMIC revalorisé de 2% dès le 1er janvier. Oui, c'est une bonne chose déjà. C'est une bonne chose. C'est bien. Mais en même temps, c'est une pesanteur sur les entreprises. Les entreprises, peut-être pas les grandes, mais sur les entreprises moyennes. N'oubliez pas que les entreprises moyennes actuellement sont plus que fonctionner. Alors Macron avait fait deux bonnes choses. Moi, je considère, quand il est arrivé, c'était le fait que d'abord la flat tax, c'est-à-dire sur les dividendes 30%. Parce que si vous voulez, alors évidemment, ça enrichit les grands, ça enrichit les gens qui sont très riches, mais surtout, ça a permis à des millions de petits chefs d'entreprise de vivre. Parce qu'il ne faut pas croire que les chefs d'entreprise sont des gens qui vivent sur l'or. Et là, au moins, avec cette taxe, là, je crois que c'était une des bonnes décisions qu'a fait Macron. Et pour ça, je trouve qu'il ne faudrait pas y toucher. Ça permet à un tas de milliers, des millions d'entreprises, de centaines de milliers d'entreprises, d'avoir un chef d'entreprise qui peut au moins, si vous voulez, se payer. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.